les pesticides. Mais viable, ça peut être aussi la contribution de ces agricultures à l'accroissement du revenu national net. Et là, du coup, c'est en termes monétaires, hein, on dit souvent PIB, produit intérieur brut. En même temps, je suis obligé de parler que dans le calcul du revenu national net, du produit intérieur brut, il y a des coûts qui ne sont pas vraiment pris en compte, comme des coûts cachés. Les économistes appellent ça externalité négative. C'est-à-dire que quand vous achetez un lait pas cher, il se peut que ça vous coûte cher, il faut payer des impôts pour retirer les algues vertes du littoral. Quand vous payez un pain pas trop cher, sachez que ça peut vous coûter très cher, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'atrazine dans l'eau du robinet. L'atrazine dans les eaux. Donc il y a des coûts cachés, et puis on le verra, et c'est vraiment le gros problème, très grand nombre de résidus de pesticides, il y a des coûts sanitaires. Vous savez que l'espérance de vie en France c'est quand même accrue jusqu'à assez récemment, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle est très affectée. Alors ça dépend, je regardais il y a 2 jours, 3 jours, on disait l'espérance de vie en bonne santé s'accroît au cours des dernières années. En fait, il y a 2 choses très menaçantes, c'est que quand on mange, alors on pourrait rajouter sans engrais de synthèse, sans pesticides, sans antibiotiques dans la viande, parce qu'en fait, le fait que nous ingurgitons des antibiotiques un peu tous les jours dans les viandes, quand nous achetons des viandes d'élevage en espace confiné, hein, des animaux qui ont été shootés aux antibiotiques à titre préventif pour qu'ils n'atteignent pas des épidémies, nous ingurgitons tous les jours des antibiotiques et nous développons des antibiorésistances. Il y a peut-être des médecins ici dans la salle, et parfois le médecin prescrit un antibiotique parce qu'il y a urgence de guérir un malade, et ça n'a plus d'effet. Et ça n'a plus d'effet parce que, effectivement, on a développé des antibiorésistances et il y a des bactéries pathogènes qui résistent à l'antibiotique, simplement parce qu'on en a mangé au quotidien. Donc ça aussi, il faudrait éviter ça. Donc voilà, la question va être comment peut-on promouvoir des formes d'agriculture sans engrais de synthèse, sans produits pesticides, sans antibiotiques, sans toutes ces choses-là. Ah oui, j'ai oublié, dans les pesticides aussi, la principale menace, et celle-là est grave, c'est pour la jeune génération, peut-être sous-représentée aujourd'hui ici, mais pour la jeune génération, on prédit une espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, sans Alzheimer, la perte de mémoire, sans Parkinson et tremblements, d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, et les résidus, un grand nombre en tout cas de résidus pesticides qu'on trouve dans notre alimentation ou dans l'eau du robinet, sont des perturbateurs endocriniens, perturbent le fonctionnement de nos glandes endocrines, la thyroïde en particulier, et ça se traduit par le fait que les maladies qu'on considérait comme des maladies du vieillissement, les cancers du sein, les cancers de la prostate, Alzheimer, Parkinson, c'était des maladies de vieux, eh bien vont intervenir de façon prématurée. Et c'est l'exposition depuis in utero, l'exposition de la femme enceinte, jusqu'à la fin de la croissance, et même à faible dose, mais c'est surtout l'exposition régulière, et il n'y a pas plus régulier que l'exposition à tous ces produits qu'on trouve dans nos fruits, légumes, dans l'eau du robinet, ce genre de choses, et bien la jeune génération lui prédit une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. Moi, quand j'étais fœtus, je n'étais pas exposé à ça dans mon alimentation. Donc, ça aussi, c'est des coûts. Hein, quand on parle de viabilité, oui, la société n'est pas viable, la jeunesse ne va pas vivre longtemps, en tout cas en bonne santé, si on continue avec ces engins-là. Je voudrais vous dire aussi autre chose. Par exemple, le glyphosate. Vous savez, le Roundup de Monsanto, dans ces Bayer, c'est désherbant à large spectre. Il y a des gens qui me disent, Monsieur Dufumier, pouvez-vous nous affirmer que le glyphosate est un cancérigène avéré? Et souvent, les gens me posent la question en montrant du doigt, en laissant entendre que je prends des mensonges. Ben, figurez-vous que je me dois de leur répondre à ces gens-là, que je m'interdis de leur dire que le glyphosate et le produit de sa décomposition est un cancérigène avéré, parce que les scientifiques, quand ils disent avéré, ça veut dire c'est statistiquement avéré. Or, vous voyez bien que l'effet du perturbateur endocrinien, statistiquement, on ne peut pas encore le dire, puisqu'il va falloir attendre 80 ans pour qu'on puisse faire la moyenne statistique, la moyenne d'âge
l'apparition de ces maladies pour des gens de mon âge et les comparer avec des plus jeunes. C'est-à-dire, c'est pas statistiquement avéré, mais c'est quand même très clairement démontré, prouvé. C'est-à-dire que les relations de cause à effet, les endocrinologues, c'est une discipline scientifique, connaissant bien les molécules, connaissant bien le fonctionnement de nos glandes hormonales et la thyroïde en particulier, connaissant bien le fonctionnement de la physiologie du corps humain, sont capables aujourd'hui, il s'est démontré que oui, la jeune génération va être exposée plus précocement à ces maladies du vieillissement. Ce n'est pas encore statistiquement avéré, certes, mais va-t-on attendre 80 ans pour dire c'est statistiquement avéré pour prendre des précautions? Alors je vous dis tout de suite, déjà, pour au moins un pesticide connu, et on en parle beaucoup, c'est le chlordécone en Martinique, en Guadeloupe. Alors là, aujourd'hui, ça y est, mais c'est tout récent, on peut dire, ça y est, c'est statistiquement avéré, les cancers du sein, les cancers de la prostate, pardon, en Martinique, en Guadeloupe, des gens qui ont été exposés à cette chlordécone, donc un insecticide, et bien effectivement, on voit apparaître cette maladie-là bien plus précocement, ça y est, c'est statistiquement avéré, mais ça nous était démontré déjà quand, aux États-Unis, on avait interdit son emploi, et qu'en France, nous l'avions autorisé par dérogation en Martinique et en Guadeloupe. Personne n'est jugé sur ces questions-là, mais ça mériterait singulièrement un procès. Et puis rappelez-vous aussi, il y a 32 ans, le GIEC, le groupe interétatique d'études du climat, nous prédisait le réchauffement climatique global. C'était il y a 32 ans le premier rapport, alors c'était déjà publié dans des revues, un comité de lecture, des revues scientifiques depuis bien avant, mais la synthèse du GIEC, la première synthèse du GIEC, il y a 32 ans, nous prédisait le réchauffement climatique global, nous prédisait le dérèglement climatique, intensité et fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. Et rappelez-vous, il y a 32 ans, il y a des gens, je crois même qu'il y a un scientifique, qui je crois d'ailleurs a été ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, a commencé à dire ce n'est pas avéré, ce n'est pas statistiquement avéré. Aujourd'hui, je vais vous dire, le réchauffement climatique est avéré, rien qu'en France, la date des vendanges, au cours des 30 dernières années, 10 jours plus précoce que les 30 dernières années antérieures, c'est statistiquement avéré. Et puis le boson de Higgs, enfin je veux dire, le trou noir, enfin quand on est dans les sciences dures, les sciences de la physique, fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire que la démonstration intervient avant l'expérimentation, et l'expérimentation sur des gens, vous dire, bah, écoutez, là, il y a une moitié, je vais vous exposer au glyphosate, et puis l'autre moitié, je ne vais pas vous exposer, puis comme ça, on pourra avoir des statistiques. J'espère que vous m'intéresserez de jouer à ça. Donc, c'est l'histoire, c'est au bout d'un certain temps, et au bout d'un certain temps seulement, qu'on peut dire c'est avéré, mais néanmoins, dès que c'est démontré, dès que c'est prouvé, dès que c'est scientifiquement démontré, bah, il faut justement prendre les mesures de précaution et éviter cela. Voilà. Alors, allons-y. Quelle forme d'agriculture peut être, alors, nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, si vous êtes d'accord, pas de faim, pas de malnutrition, une alimentation saine, si vous êtes d'accord, pas d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, pas de dioxines dans les poulets, pas de fipronil dans les œufs et ce genre de choses, une alimentation donc saine, pas de faim, pas de malnutrition, un revenu décent pour les agriculteurs, pas de dégâts environnementaux, pas d'algues vertes sur le littoral breton, pas de désherbant dans l'eau du robinet, enfin pas de désherbant donc, ou de nitrate excédentaire dans la nappe phréatique, pour qu'il n'y en ait pas dans l'eau du robinet. Voilà, ça c'est des enjeux. Quel type d'agriculture est le plus à même de faire ça, tout en assurant un revenu décent aux agriculteurs et évidemment pouvant aussi contribuer éventuellement à l'accroissement des revenus nationaux nets. Eh bien écoutez, ça va être des formes d'agriculture que je dis inspirées par l'agroécologie. Et je vais vous présenter l'agroécologie, qui est une discipline scientifique. Vous allez voir que l'agriculture biologique, par exemple, relève très largement de l'agroécologie, et son grand mérite, il faut quand même être très clair, c'est qu'il y a un label, il y a un cahier des charges, il y a une certification par une tierce partie, il y a des gens qui font confiance, donc pas de perturbateurs endocriniens, meilleure qualité nutritionnelle, et il y a des gens donc qui sont prêts à acheter plus cher un produit bio parce qu'il a été labellisé, ils voient le logo et ce genre de choses. Évidemment, la vraie question, très bien, alors ceci étant, elle relève très largement de l'agroécologie, mais elle pourra peut-être encore se perfectionner. C'est la question un pesticide naturel reste quand même un pesticide. C'est pas seulement parce que c'est naturel,
Il faut arriver, on le verra, on en discutera, et éviter toute forme, à la limite, de pesticides. La question, ce serait sans aucun pesticide, ni chimique, ni naturel. C'est la question légitime. En tout cas, ce qui est déjà un peu insupportable, c'est de se dire, bon ben voilà, il y aura un produit, on découvre, qui va être plus cher. Vous allez voir pourquoi, parce que ça exige plus de travail, c'est soigné, c'est bichonné. Et du coup, il y a des gens qui sont prêts à acheter plus cher de la nourriture labellisée bio. Et du coup, qu'est-ce qu'il en reste? Des couches modestes. Donc, l'idée qu'il pourrait y avoir une agriculture à deux vitesses, une agriculture bio pour les riches et le reste pour les couches modestes, c'est une opinion que je ne partage pas du tout. C'est néanmoins ce que me racontent presque tous les ministres que j'ai pu rencontrer, depuis Michel Barnier jusqu'à le ministre actuel, je ne le connais pas, mais le précédent, j'ai bien connu. C'est souvent ça. On dit, il y a un marché pour l'agriculture biologique, et puis il y a un marché pour la production de masse. Non, il va falloir bien que c'est toute notre agriculture qui s'efforce de pouvoir produire sans engrais de synthèse, sans pesticides, sans antibiotiques et ce genre de choses. Alors, est-ce possible, déjà techniquement parlant? La réponse est catégorique, oui. Oui. Et première chose, alors petit cours d'agroécologie, excusez-moi, hein, c'est le prof d'ailleurs, qui recommence à faire des leçons, mais on a besoin dans notre nourriture d'énergie alimentaire, de protéines, de minéraux, de vitamines, de fibres, d'antioxydants. Et la première des nécessités, c'est quand même l'énergie. Tous les jours, on a impérativement besoin d'ingurgiter 2200 kilocalories d'énergie alimentaire, parce que cette énergie-là, on va la dépenser dans les déplacements, les battements du cœur, au travail, les loisirs, le foot, et ce genre de choses. Et donc tous les jours, il nous faut une ration énergétique pour dépenser cette énergie. Et d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation? Première bonne nouvelle, ça nous vient du soleil. C'est la plante qui intercepte l'énergie solaire et transforme ça en énergie alimentaire. Et la bonne nouvelle, on m'a raconté, il paraît qu'il n'y a pas de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc c'est renouvelable. Et du coup, premier principe de l'agriculture qui va s'efforcer de produire sans engrais de synthèse, sans pesticides et sans antibiotiques, c'est de faire un usage intensif à l'hectare de ce rayon du soleil. Je dis bien intensif, parce que l'idée qu'il faut promouvoir des agricultures extensives qui pourraient une population croissante aurait besoin de toujours plus d'extension, toujours plus de surface. Et c'est pas grave, on va déforester la forêt amazonienne, on va déforester la forêt congolaise, on va déforester à Bornéo, et puis les dernières formations naturelles en France, ben c'est pas grave, on va étendre les surfaces agricoles aux dépens des derniers marais, des derniers parcs naturels. Non. L'idée de promouvoir une agriculture, à la limite, hautement productive à l'hectare, n'est pas en soi une bêtise, loin de là. Mais l'idée est de faire l'usage intensif à l'hectare de ce qui coûte rien, gratuit, et de ce qui est renouvelable, l'énergie solaire. C'est gratuit, tous les jours le soleil revient, enfin, il y a parfois des nuages, j'en conviens. Hein. Et ça s'appelle la photosynthèse, c'est la plante, sa feuille verte, est capable d'intercepter l'énergie solaire et transforme ça en énergie alimentaire. Et du coup, vous l'avez compris, l'agriculture moderne de demain, c'est elle qui produira sans engrais de synthèse, sans pesticides et autres, c'est la couverture végétale verte la plus totale possible et la plus permanente possible. Alors, évidemment, ça veut dire hiver, printemps, été, automne. Il faudrait encore des feuilles vertes. Une feuille morte n'est pas capable de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Mais donc un couvert végétal vert le plus total et le plus permanent possible. Alors évidemment, ça va dépendre de là où nous sommes, hein, j'en conviens. Mais y compris, moi j'ai beaucoup travaillé sous les tropiques, il y a une saison des pluies, une saison sèche, et si on peut même sous la saison sèche avoir encore des plantes avec des feuilles vertes, quoi, capables d'intercepter la lumière et de nous fabriquer de l'énergie alimentaire, ce serait quand même très bien. Mais voilà, donc ça veut dire une couverture végétale verte, et ça veut dire, y compris la plus totale possible, culture associée. Pour ça, on n'est pas accoutumé en France à associer plusieurs plantes au même instant dans la même parcelle. Il y a des gens qui le font, hein, en maraîchage, des gens qui font la permaculture, des gens qui sont en agriculture manuelle. Alors là, je ne vous raconte pas, dans la permaculture, dans la même butte, les gens ils mettent 10 espèces végétales. Il y en a une à port irrigé, il y en a une volubile qui monte sur la plante à port irrigé, il y en a une c'est globuleux, il y a toujours une plante rampante, une pastèque, un melon, une
cucurbitacées, une courge, pour intercepter les derniers rayons du soleil. Quand on fait une agriculture manuelle, c'est quand même plus facile que quand c'est auto-mécanisé. Mais vous connaissez sans doute déjà des gens qui, entre leurs rangées de blé, sèment des lentillons, ou alors de la févrole. Et les rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille du blé tombent sur la feuille de la légumineuse, le lentil, la févrole. Et alors ce qui nous manque, c'est la plante rampante qui va intercepter les rayons du soleil, parce que quand vous voulez récolter la moissonneuse batteuse, ça fait un peu désordre, hein, les pastèques en travers de la moissonneuse batteuse. Mais l'idée qu'on puisse cultiver simultanément dans une parcelle plusieurs plantes, pour que la couverture végétale soit bien supérieure, que tous les rayons du soleil servent pour la photosynthèse, fabriquer de l'énergie alimentaire, est un très très bon principe. Dans les pays où on pratique l'agriculture manuelle, au Mexique on appelle ça milpa et autres, c'est beaucoup plus fréquent que chez nous. Mais chez nous, on voit quand même, alors ça commence, hein, il y a des gens qui commencent déjà à cultiver des cultures associées. Alors la difficulté, il faut que les deux plantes soient récoltées au même moment, avec le même passage en moissonneuse batteuse, et c'est des cycles un peu différents, ça devient savant. Mais c'est parfaitement possible. Alors, il me faut être honnête avec vous maintenant, ce que j'ai appelé les kilocalories, l'énergie alimentaire, c'est ce que vous appelez sucre, amidon, les huiles, les lipides. Ce sont des molécules carbonées. Le sucre, c'est un hydrate de carbone, l'amidon aussi, et c'est dans l'alimentation, c'est la partie carbonée de notre alimentation qui nous fournit cette énergie. La plante a impérativement besoin de trouver du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vois qui sourit. Je dis non, il y a pléthore, c'est un gaz à effet de serre, il y en a beaucoup trop. Alors allons-y, faisons l'usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va intercepter le gaz carbonique, va prendre le carbone, va libérer de l'oxygène, ça n'a jamais fait mal à nos poumons, l'oxygène, et avec ce carbone, la plante va fabriquer du sucre, va fabriquer de l'amidon, va fabriquer des huiles, des lipides, peut même fabriquer de la paille, elle peut même fabriquer des racines, et si après récolte, ça se décompose bien, avec ce carbone, la plante fabrique de l'humus. Alors c'est des microbes qui décomposent la paille et les racines, hein, mais c'est bien la plante qui a intercepté du carbone, du gaz carbonique, donc contribue à l'atténuation du réchauffement climatique global, moins de gaz à effet de serre, et avec ce carbone, nous fabrique l'énergie dont on a besoin pour aller au travail, et nous fabrique, séquestre du carbone dans le sol en fabriquant de l'humus. Si c'est ça l'agriculture intensive, je suis vraiment pour l'agriculture intensive. Faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, les rayons du soleil, ce qui ne coûte rien, le gaz carbonique, renouvelable, les rayons du soleil, pléthorique, le gaz carbonique. Alors la vraie difficulté, et l'association en a parlé un petit peu avant, c'est que pour intercepter le gaz carbonique, il est impératif que la plante soit correctement arrosée. Il y a suffisamment d'eau. Parce que le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous. C'est les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, elle transpire, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate. La plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer en fermant les orifices par lesquels elle transpire. Ben oui. Et du coup, elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. Donc, un beau champ de maïs dans le sud-ouest, on est dans le sud, Nouvelle-Aquitaine, dans le nord de Nouvelle-Aquitaine, un beau champ de maïs. Le sol est à nu l'hiver, les rayons du soleil tombent à terre, ça ne sert à rien. C'est pas génial. Avril-mai, le champ de maïs, il est là. Entre les rangées de maïs, l'écartement est quand même plus qu'un champ de blé, hein. Il y a encore des rayons du soleil qui tombent à terre. Franchement, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, enfin le maïs recouvre la totalité de la surface, les rayons du soleil tombent sur les feuilles vertes. Oui, mais il n'y a plus d'eau à boire dans le sol, parce qu'au mois d'août, il ne pleut pas beaucoup. Et du coup, la plante, le maïs, arrête de transpirer, et du coup, les rayons du soleil ne servent plus à rien. Ça s'appelle avoir tout faux. Avoir introduit
le maïs. Alors le maïs, c'est une plante tropicale, hein, vous savez, c'était la plante amérindienne. D'avoir introduit une plante tropicale, sachant que sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies. Dans des climats tempérés, où la saison des pluies chez nous, c'est la saison froide, et au mois d'août, il pleut franchement pas beaucoup, c'est quand même une belle erreur. Et y compris en Bretagne, hein, avoir remplacé des prairies par du maïs en silage, enfin, je veux dire, tout ça, ça s'appelle avoir tout. Alors évidemment, vous allez me dire, enthousiaste dans votre association, ah papa, c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique, on va remplir des bassines, je suis sûr que vous allez m'étrangler. Oui, c'est pas sérieux. Mais du coup, évidemment, il faut trouver des solutions. Et on verra comment on peut s'en sortir. Mais l'idée, elle est claire, c'est faire un usage intensif à l'hectare de l'eau qui nous est donnée gratuitement, l'eau de pluie. C'est cette eau-là dont on va devoir faire l'usage le plus astucieux, avec une difficulté, c'est qu'on nous annonce que les pluies vont devenir de plus en plus aléatoires, chaotiques, mal distribuées dans l'espace, mal distribuées d'une année à l'autre. Néanmoins, c'est de cette eau-là dont il faut impérativement faire l'usage le plus intensif qui soit. Car évidemment, ça veut dire plus rien ne doit ruisseler. Je ne veux plus voir un petit filet d'eau descendre la pente. On va mettre ou remettre des haies pour empêcher l'eau de descendre. La couverture végétale, pareil, le petit filet d'eau va empêcher l'eau de dévaler la pente. Mais c'est impératif. Et parfois même la couverture végétale, parfois même des herbes qu'on qualifiait de mauvaises herbes, quand elles sont desséchées, là il y a une racine, une petite galerie, et hop, ça va s'infiltrer. Donc on empêche le ruissellement en mettant des barrières au ruissellement, les haies, la couverture végétale. On veut que le sol soit poreux. Ah, quand j'étais jeune, on m'enseignait le labour. On laboure, ça fait une macroporosité, l'eau va s'infiltrer. Maintenant, j'enseigne le zéro labour, la technique culturelle simplifiée, parce que trop labourer un sol, c'est détruire l'humus du sol, vous l'aérez le sol, mais le carbone, ce fameux carbone du gaz carbonique que la plante avait réussi à intercepter et fabriquer de l'humus, si vous l'oxydez, ce carbone, il retourne à l'état de gaz carbonique, le dioxyde de carbone. Donc on évite aujourd'hui de labourer exagérément, mais on veut quand même que le sol soit poreux. Et on veut que le sol soit poreux, ce sera les galeries des vers de terre. Là, je commence à répondre à la question. Si vous voulez vraiment que l'eau s'infiltre, qu'on fasse usage intensif de cette eau gratuite, qu'elle ne ruisselle pas et soit infiltrée, emmagasinée dans le sol en totalité, eh bien, il faut effectivement un sol poreux. Ce sera la biologie des sols, et les vers de terre en particulier. On va s'interdire les pesticides. Là, on va bien y être obligé. Donc, effectivement, sans pesticides, on peut maintenir une biologie des sols. Alors, le sol, la biologie a beaucoup de vertus. Et on veut que cette eau qui s'est infiltrée grâce aux vers de terre reste à hauteur des racines. Seul le surplus ira rejoindre la nappe phréatique. Mais néanmoins, c'est important quand même de recharger la nappe phréatique. C'est pour ça que rien ne doit ruisseler. Tout doit être emmagasiné dans les sols. Et puis le maximum à hauteur des racines. Qu'est-ce qui retient l'eau à hauteur des racines? C'est l'argile et c'est l'humus. On ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux restera un sol sableux. Mais on peut l'enrichir en humus. L'humus, on l'a déjà vu, c'est le carbone du gaz carbone. C'est 50% de carbone, l'humus du sol, la partie noire de ces couches. Eh bien, c'est le carbone du gaz carbonique que la plante a intercepté. Et ça s'est décomposé. Il y a des microbes qui ont décomposé la paille et les racines des plantes après récolte et aident à fabriquer de l'humus. Et l'humus retient l'eau à hauteur des racines. Et du coup, même au mois d'août, la plante, alors est-ce que ce sera un maïs ou est-ce que ce sera un sorgho? Est-ce qu'il faut mettre autant de plantes d'été? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, utiliser au mieux l'eau de pluie quand elle tombe du printemps, de l'automne au printemps, pardon? C'est évident, dans les rotations, dans les assolements, il faudra mettre moins de cultures d'été, plus de cultures d'hiver, dans les régions où il ne pleut pas assez en plein été. Et on va voir ça un peu plus en détail. Mais voilà, c'est bien emmagasiner l'eau grâce à la biologie des sols, en empêchant le ruissellement et en retenant le maximum d'eau à hauteur des racines, qui fait que même quand il y a une semaine de sécheresse, la plante a encore un peu d'eau à boire et donc peut continuer de transpirer. Et comme elle continue de transpirer, elle continue d'intercepter le gaz carbonique, libérer l'oxygène et fabriquer de l'énergie alimentaire.
Donc voilà, ça c'est le premier principe, l'énergie. Alors je vous dis tout de suite, d'ailleurs, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, qui commencent à décomposer les racines des plantes pour fabriquer de l'humus, si à ce moment-là précis, après récolte, si ces micro-organismes n'ont pas accès à un peu d'azote, eh bien, parce que l'humus c'est 50% de carbone, mais c'est 5 à 6% d'azote, eh bien, les microbes n'arrivent pas à fabriquer l'humus, et le carbone de la paille va retourner à l'état de gaz carbonique. Donc on a un peu besoin d'azote en agriculture, et pas seulement pour aider les micro-organismes à fabriquer de l'humus, mais plus encore pour fabriquer des protéines. Parce que la deuxième nécessité dans notre alimentation, la première nécessité c'est l'énergie, celle qu'on va dépenser au travail, il faut la trouver dans l'alimentation, mais il nous faut aussi trouver des protéines dans l'alimentation tous les jours. Parce que les protéines, c'est les constituants de tous les tissus du corps humain. La peau, les larmes, les cheveux, les ongles, les muscles, bien évidemment, tout ça c'est fait de protéines. Et comme ça s'use, c'est pas seulement qu'on se coupe les cheveux, on se ronge les ongles, hein, mais les muscles ça s'use, ça fait tout ça. Et il nous faut renouveler les tissus du corps humain, il nous faut tous les jours ingurgiter des protéines. Et les protéines, c'est des composés, c'est des molécules azotées. C'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Et alors évidemment, vous allez me poser la question, mais où peut-on trouver de l'azote? Eh bien, figurez-vous, dans l'air. Dans l'air que vous respirez, vous et moi, il y a 79% d'azote. Le reste, c'est l'oxygène. Hein. Mais on respire, l'azote rentre dans le poumon, il ressort. Et écoutez, il n'y a pas de pénurie annoncée avant des millénaires. Et du coup, je vous suggère que nous fassions un usage intensif à l'hectare de l'azote de l'air qui nous est donné gratuitement. Il y a quand même un petit problème. C'est que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone et fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Là, c'est vraiment coûteux en énergie. Et il y a bien deux méthodes utilisées dans le monde entier pour fabriquer nos protéines avec l'azote de l'air. Eh bien, il y a la méthode de l'agriculture industrielle. On veut qu'un blé, par exemple, soit riche en protéines. Vous savez qu'un blé riche en protéines, attention quand même au gluten, mais pour qu'il soit planifiable, il faut qu'il soit riche en protéines. Ben, on va lui apporter des engrais azotés de synthèse. Je commence à répondre à la question. Des engrais azotés de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, fabriqués avec du gaz naturel russe. Je dis russe pour vous faire peur. En tout cas, il ne fallait pas attendre la guerre en Ukraine pour découvrir que notre agriculture est extrêmement dépendante de la consommation d'énergie fossile. Et notre agriculture industrielle, consommatrice d'énergie fossile, ce n'est pas seulement le carburant du tracteur et la maçonnerie batteuse, mais plus encore, c'est la fabrication des engrais azotés de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium. Et vous savez qu'en France, l'usine de Toulouse a explosé. On n'a pas reconstruit l'usine parce que le gaz de lac, il n'y en a plus. C'est d'énergie fossile, ce gaz naturel dont on parle là. Et du coup, en France, on importe beaucoup d'engrais azotés de synthèse, on en fabrique encore un peu, mais on en importe beaucoup, soit directement de Russie, soit d'Allemagne. Mais même quand on importe des engrais azotés de synthèse d'Allemagne, cet engrais azoté de synthèse fabriqué en Allemagne est fabriqué avec du gaz naturel russe, ou en France un peu norvégien. Bon, du coup, y compris, je pense, là, il y a 2 mois, 3 mois, là, quand les deux présidents français et allemands commençaient à savoir qui va ravitailler qui en gaz naturel et qui va ravitailler en électricité, j'ose pas imaginer le débat. On parlait même, est-ce qu'on va couper l'électricité des Français? Et si on ne veut pas couper l'électricité des Français, pas de coupure, du coup, on va peut-être arrêter de produire des engrais azotés de synthèse. Et du coup, les agriculteurs, Donc, oui, cette dépendance à l'égard des énergies fossiles, mais ça fait plusieurs décennies qu'on dit qu'il fallait promouvoir des formes d'agriculture moins dépendantes des énergies fossiles. Et donc, évidemment, l'agriculture moderne de demain, vous l'avez compris, n'emploiera plus d'engrais azotés de synthèse. Il y a urgence, alors est-ce que c'est viable économiquement parlant? On va en discuter, c'est bien ça la question, mais il y a urgence de se passer dans le gaz azoté de synthèse. Y a-t-il des alternatives? La réponse est catégorique, oui, et tous les agriculteurs du monde entier la connaissent. On appelle ça des plantes de la famille de l'ordre des légumineuses,
maintenant vous appellerez ça trèfle, luzerne, sainfoin, lotier, veste. Et pour nous, humains, on peut, moins de cancer du côlon, hein, plus riche en fibres, les légumes secs. Le pois chiche, la fève, la lentille, le haricot, ces légumineuses, eh ben, c'est des plantes azotées. Et comment ces plantes peuvent-elles nous fournir des protéines, ces molécules azotées? Eh ben, c'est les micro-organismes qui s'incrustent dans la racine de la légumineuse, de la plante. Donc la plante a intercepté le soleil, a fabriqué, avec le gaz carbonique, le carbone, a fabriqué des glucides, donc de l'énergie alimentaire, et ces microbes qui s'incrustent dans la racine s'alimentent de ces glucides, donc ils sont alimentés, ils prolifèrent, ils interceptent l'azote de l'air, fabriquent les premières briques de la protéine, on appelle ça des acides aminés, mais les premières briques des protéines, et refilent ça à la légumineuse. C'est donc bien avec l'énergie solaire que l'on fabrique des légumineuses, que l'on fabrique des protéines végétales grâce aux plantes de l'ordre des légumineuses, que ce soit pour l'alimentation des animaux, que ce soit pour notre alimentation humaine directement, les pois chiches, les fèves, les haricots, les petits pois. Eh bien oui, ces protéines, donc ces molécules azotées, sont fabriquées à partir de l'énergie solaire, parce que la plante avait fabriqué des glucides, les microbes s'en sont gavés, ont utilisé l'énergie pour prendre l'azote de l'air, fabriquer des protéines et refiler ça. On appelle ça une symbiose, donc une alliance gagnant-gagnant entre les micro-organismes et la plante qui va être ainsi riche en protéines. Je vous pose la question, pourquoi en France nous dépendons aux 2/3 des protéines végétales importées des Amériques? Nous sommes dépendants aux 2/3. Pourquoi on ne planterait pas un... Alors on appelle ça, ça y est, je commence à gagner, hein. Le président Macron, ça y est, enfin parlé au lendemain du G7 d'une souveraineté protéinique. Et moi, ça fait 30-40 ans. Enfin, on est nombreux à plaider pour que l'on produise des protéines végétales avec l'énergie solaire et non pas avec de l'énergie fossile. Surtout que l'épandage des engrais azotés de synthèse, vous savez, l'urée, l'ammonitrate, les sulfates d'ammonium, quand on épand ces engrais, c'est très émetteur de protoxyde d'azote, gaz 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Donc on arrête ce cirque, quoi. On va remettre des légumineuses. Mais pourquoi en France on est aussi dépendant? Pourquoi on ne produit pas assez de légumineuses sur le territoire français? J'avoue ne pas comprendre. On importe du soja, du tourteau de soja, transgénique de surcroît, pour importer, pour nourrir nos animaux. Et quand j'achète un cassoulet de cassel-nodari, alors je regarde très attentivement sur l'étiquette, si c'est marqué haricot tarbais, ça vient de Tarbes, ok, c'est français. Et s'il n'y a rien de marqué, oh, j'ai compris, c'est du haricot argentin. Mais pourquoi en France? Sur le territoire français, pour nourrir des humains français, pour nourrir des animaux français. On ne cultiverait pas des légumineuses françaises qui intercepteraient l'azote de l'air français. Voilà. Plus franchouillard que Zemmour, Marc Duhamel. Sauf que c'est pas franchouillard. Parce que quand je suis au Brésil, les Brésiliens me disent, quand je dis il faudrait qu'on mette des droits de douane à l'importation, la viabilité économique va passer par des mesures politiques, vous l'imaginez bien. Mais je dis il faudrait qu'on mette des droits de douane à l'importation du soja transgénique, du tourteau de soja transgénique en provenance des États-Unis, du Brésil et d'Argentine. Les Brésiliens me répondent aussitôt, enfin, non, l'exportateur de soja me dit que j'ai rien compris à l'économie. Il dit vous êtes une bonne agronome, vous êtes piètre économiste, Ricardo Smith, la main invisible, racontait que le libre-échange, on se spécialise selon les avantages comparatifs. En France, il paraît que vous avez des avantages comparatifs pour faire du champagne. Nous, on a un avantage comparatif pour produire du soja à faible coût. On va s'échanger le soja du champagne, c'est gagnant-gagnant. Alors, je saurais quoi répondre à ça, sauf que tous les autres Brésiliens de la conférence, mais monsieur Dufay, surtout, vous n'écoutez pas. Nous, Brésiliens, on n'est pas du tout satisfaits de produire des légumineuses, de produire du soja pour nourrir vos cochons, vos volailles, vos ruminants. Et on préférait que le soja brésilien nourrisse les Brésiliens. Parce que l'autre problème, c'est qu'évidemment, les champs de soja au Brésil, alors on a déforesté la forêt amazonienne, hein, c'était pas génial, etc. Mais c'est l'exploitation 40, 100 000 hectares. Les plus grandes, hein, j'en conviens, pas toutes. Évidemment, on amortit le matériel, monoculture, sur de vastes surfaces.
c'est très peu coûteux en termes monétaires. Sur le plan écologique, c'est un désastre. Mais effectivement, leur soja est hyper compétitif. Et inutile de vous dire que là où il y avait des gens qui désherbaient, ben, ils mettent du désherbant, tiens, le fameux glyphosate. Et les gens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, ils sont dans les bidonvilles. Ils sont dans les bidonvilles sans emploi. Et ces gens ne parviennent pas à acheter du soja qui est produit chez eux, à faible coût, mais néanmoins sans revenus. Dans la pauvreté extrême des bidonvilles, ils n'achètent pas à acheter leur soja qui nourrit nos cochons. Parce que nos cochons sont plus riches que les pauvres brésiliens. Je suis désolé de tout ça. Enfin, les usines d'aliments. Alors, le langage commun, c'est dire non, les usines d'aliments du bétail sont plus solvables que les pauvres des bidonvilles. Mais c'est bien ça. C'est les inégalités de revenus dans le monde qui sont à l'origine de la fin de la nutrition. C'est pas un manque de nourriture disponible sur le marché mondial. Il y a excédent de nourriture sur le marché mondial. La France exporte la moitié de son blé, la France exporte 40% de son lait. Je veux dire, il y a des excédents. Mais pourquoi du coup en France Et parfois, quand on exporte du blé au Sénégal, ben, les Sénégalais mangent du pain, ils ne mangent plus de midi sans goût. On les ruine à vouloir exporter chez eux nos excédents de céréales ou de poudre de lait. Donc les mouvements migratoires, y compris qu'on voit, les gens qui traversent le désert libyen, la Méditerranée, etc., c'est souvent des gens qui ont migré de la campagne vers les bidonvilles, et puis les plus chanceux des bidonvilles, ceux qui arrivent à détrousser un touriste, celui qui arrive à faire bouclier humain d'un narcotrafiquant, celui-là peut payer le passeur et tenter l'aventure. Est-ce qu'il arrivera jusqu'au bout? J'en sais rien. Enfin, si on pouvait autoriser les peuples du Sud, les peuples qui sont déficitaires, à pouvoir se nourrir par eux-mêmes, les paysanneries à travailler dignement au pays, et produire par eux-mêmes la nourriture dont leur peuple a besoin, et si on pouvait faire en sorte que les Brésiliens puissent au moins acheter leur soja et qu'ils ne soient pas nourris par nos cochons, moi je vous suggérerais qu'on libère des terrains, nos excédents de céréales, et que sur ces terrains libérés, nous pratiquions des légumineuses pour fabriquer chez nous, en circuit court, je dirais, nos protéines végétales en utilisant intensément à l'hectare l'énergie solaire et non pas d'énergie fossile. Alors j'en conviens. Alors d'abord, je voudrais quand même juste vous dire que l'agriculteur qui met des lentilles entre ses rangées de blé, il m'explique, lui, que les lentilles, c'est donc une légumineuse, hein, donc ça produit des protéines végétales, ça intercepte l'azote de l'air, enfin c'est les microbes qui interceptent l'azote de l'air, et il m'explique à l'agriculteur que quand il a récolté, eh bien, les micro-organismes qui vont décomposer le carbone de la racine du blé trouvent juste à côté l'azote de la racine de la légumineuse, un bon dosage carbone-azote, et ça produit de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et là, je suis vexé, parce que je suis un ardent défenseur du fumier. Pour des raisons objectives, c'est le carbone de la paille et c'est l'azote de l'urine. Ça fabrique du fumier. L'azote de l'urine ne va pas fertiliser les algues vertes sur le littoral breton, puisque ça va être piégé dans le fumier. Et le fumier, carbone et azote, ça va fabriquer de l'humus en fertilisant les sols par des engrais organiques. Ce n'est pas les engrais de synthèse qu'on va utiliser, c'est pas l'urée, c'est pas l'ammonitrate, ça, à mon avis, c'est désuet. Mais oui, on peut fabriquer de l'humus, on peut fertiliser nos sols en matière organique avec, en faisant l'usage intensif de l'azote de l'air, de l'énergie solaire, du carbone, du gaz carbonique. C'est loin d'être idiot, donc il faut réassocier agriculture et élevage. On va remettre de l'élevage dans les régions céréalières. Et les Bretons, on va demander à ce qu'ils puissent remettre les animaux sur la paille, parce que quand même le bien-être animal, hein, un peu une litière, ça fait... Parce que, enfin, on en est là aujourd'hui. Hein. On va aller chercher de l'azote au Brésil. On l'importe sous la forme de soja et tourteaux de soja. On nourrit des animaux en surnombre en Bretagne. En surnombre. Et ces animaux ne sont plus élevés sur la paille, parce que la paille est dans le bassin parisien. Et alors du coup, les animaux urinent, mais c'est pas du fumier, c'est du lisier. Et ça nous fertilise de très belles algues vertes sur le littoral. Franchement, avoir été chercher de l'azote au Brésil pour fertiliser des algues vertes sur le littoral breton, on n'appelle pas ça circuit court. Et dans le bassin parisien, évidemment, il n'y a plus l'urine. Et comme il n'y a plus l'urine, ben on met de l'urée, fabriquée avec du gaz naturel russe. Enfin, excusez-moi, c'est pas viable tout ça. C'est l'agriculture industrielle là qui n'est pas viable. C'est elle qui nous coûte extrêmement cher en énergie,
photosynthèse, en énergie fossile. Et l'agriculture moderne de demain, pour qu'elle soit viable, va faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien. C'est ça. Alors après, il nous faut des éléments minéraux. Et là, quand même, là, il y a la question de la finitude. Parce que, jusqu'à présent, le carbone, l'azote, l'énergie solaire, à la limite, on pouvait y aller tant qu'on peut, puisque c'est gratuit, renouvelable, pléthorique. Les éléments minéraux, on en a besoin pour notre alimentation, du calcium pour les os, le phosphore, pas seulement pour phosphorer, le potassium, la santé, les oligo-éléments. Et alors pour le calcium, je ne vous cache pas, il n'y a pas de... Les falaises calcaires à l'échelle mondiale, on nous dit, pas de problème. Il n'y a pas de pénurie annoncée avant des millénaires. Le potassium, je vois peu d'experts inquiets, y compris, ils sont plutôt rassurants. Mais en tout cas, pour le phosphore, les mines de phosphate, alors là, je vous dis tout de suite, là, il y a vraiment la vraie question de la finitude. On nous dit que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. C'est-à-dire que là, on est à un seuil. Et du coup, ça veut dire pas gaspiller le phosphate. Mais néanmoins, la plante a besoin de phosphore, hein, la photosynthèse, l'ADN. Nous aussi, on a besoin de phosphore, et pas seulement pour phosphorer, hein, c'est vital dans tout le monde, le milieu vivant. Et du coup, il ne faut pas gaspiller. Alors, je vais vous dire, c'est déjà, parce qu'on rejette aussi du phosphore dans nos urines, les animaux rejettent aussi du phosphore dans les urines, hein, ils en ont mangé, mais ils en rejettent, quand les tissus s'usent. Eh bien, déjà, si on pouvait ne pas gaspiller, pas faire des algues vertes, mais faire du fumier, les effluents humains, c'est un peu plus compliqué, parce que nos eaux usées, il y a les boues d'épuration, riches en phosphore. Le seul problème, c'est que si ça a côtoyé des eaux industrielles, il y a aussi des métaux lourds. Et les métaux lourds, c'est pas bon pour la santé, hein, donc il vaut mieux éviter. Donc là, il y a des choix à faire, mais donc les boues d'épuration, quand il n'y a pas de métaux lourds, ok, ça peut être un excellent engrais organique. Le fumier, évidemment, un excellent engrais organique, et tout ça ne doit pas rejoindre la mer. Mais il nous faut quand même trouver du phosphore ailleurs, et la question délicate, légitime, c'est y en a-t-il? Alors la réponse est quand même oui. Y en a-t-il beaucoup ailleurs que dans les mines de phosphate? La réponse est quand même oui. Mais, il y a un mais, c'est à faible dose. Et où ça? En sous-sol. En dessous du sol, il y a une roche, vous l'appelez granit, le grès, le schiste, le basalte. Tout ça, c'est des éléments minéraux. Tout ça, et réduire cette roche en poudre fine pour pouvoir fertiliser nos plantes, là, je ne vous cache pas, tant qu'on dépend d'énergie fossile, ça deviendrait hyper coûteux. Et on pourrait faire ça au Sahara, on pourrait faire ça à un endroit où il n'y a pas de culture, bien sûr. Là, il y a des kilomètres quand même de roches en sous-sol, avec ces éléments minéraux, donc on n'en manque pas. Pour le phosphore, on n'en manque pas. Mais réduire ces roches en poudre fine, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez, je pense qu'il y a au moins 2-3 générations. Mais néanmoins, tous les jours, la roche mère, là dont je parlais, le basalte, le granit, le schiste, il est altéré tous les jours. Et l'altération de cette roche libère des éléments minéraux, mais qui ne sont pas accessibles à une racine de blé. Et ça peut être accessible à des racines d'arbres. Et avec les racines profondes, ces plantes, les arbres, peuvent avoir le contact avec la roche, et du coup absorber les éléments minéraux, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Donc la feuille, c'est le carbone de la photosynthèse, et en plus, il y a des éléments minéraux qui ont été pris en profondeur et qui vont retourner à la surface. Et en plus, et là, alors on est dans l'agriculture hyper moderne, hein, artisanale, mais hyper moderne, avec c'est pas des phénomènes nouveaux, mais la compréhension scientifique est nouvelle. Il y a des champignons. Alors, les champignons mycorhiziens, on connaissait la truffe, hein, qui s'incruse dans la racine du chêne, et ça nous fait un bon champignon pour les gourmets. Mais il y a énormément de champignons mycorhiziens qui, pareil, s'incrusent dans la racine de la plante, se nourrissent de l'énergie photosynthétisée par l'arbre, par la plante, développent cette espèce de moisille, vous savez, ce filament très très fin de tous les champignons, et tellement fins ces champignons qu'ils parviennent à s'intégrer dans les argiles, y compris de la couche arable, et débusquer du phosphore qui était autrefois dans la roche mère, mais quand la roche a été altérée, ces phosphates ont été piégés dans les sites internes de l'argile, et les plantes, même avec les racines les plus filamenteuses, ne parvenaient pas à extraire ce phosphore.
Et là, avec les champignons mycorhiziens, tellement fins, les champignons mycorhiziens parviennent à extraire les phosphates de l'argile et refiler ça à la plante dont ils avaient tiré l'énergie. C'est-à-dire que vous avez un volume de champignons mycorhiziens capable d'intercepter les éléments minéraux quand la roche-mère en dessous est altérée. Ces champignons mycorhiziens donc interceptent ces éléments minéraux, le donnent à la racine de la plante, de l'arbre, qui avec ses feuilles va fertiliser la couche arabe et en même temps chercher des éléments minéraux qui ont été coincés dans les argiles, que ce soit les éléments minéraux de la roche-mère d'autrefois, ou que ce soit, parfois, les engrais phosphatés qu'on a mis déjà dans le sol. Ben, figurez-vous qu'une grande partie de ce phosphore a été un peu utilisé par la plante, un peu lessivé, mais pas tellement vers la profondeur, alors que les nitrates, eux, oui, vont polluer la nappe phréatique, hein, mais ce phosphore a été coincé dans les argiles et s'est retrouvé inutilisé. Et ben, aujourd'hui, on est capable de les débusquer, et là, je peux vous assurer, il y en a pour plusieurs générations, à pouvoir trouver du phosphore grâce aux arbres et aux champignons mycorhiziens, et dans plusieurs générations, qu'on sera capable, avec que de l'énergie renouvelable, effectivement, de réduire des roches en poudre et autres, la question peut être résolue. Et finalement, il y a quand même une solution biologique. Alors évidemment, vous l'avez compris, si vous voulez ressusciter des champignons mycorhiziens, ne mettez pas de fongicides. La réponse est catégorique. Si vous voulez une agriculture viable, du point de vue social, nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, sans coût sanitaire caché, sans coût environnemental caché, sans algues vertes sur le littoral breton, sans... Eh bien écoutez, on va faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, de ce qui est renouvelable, on va faire l'usage intensif des services écosystémiques de ces fameux champignons, mais effectivement, on n'emploie plus d'engrais azotés de synthèse, on n'emploie plus d'engrais phosphatés, hein, ça va être les champignons mycorhiziens, on n'emploie plus de fongicides, et même, y compris, ben, la haie, l'arbre, ben, vous êtes au courant, la haie va héberger des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, on n'emploiera plus de pesticides. La haie à haute tige va héberger des mésanges bleus qui s'attaquent aux papillons de nuit, il n'y aura plus de carpocaps, pas de petits vers dans la pomme, pas de pesticides non plus dans la pomme, puisque c'est les mésanges bleus qui ont fait le job, les chauves-souris, les carabes par en dessous, qui s'attaquent aux limaces, pas d'insecticides. Là oui, voilà. Techniquement parlant, il est parfaitement possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière en faisant l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, comme intrant, en utilisant tous les écosystèmes, en tout cas toutes les interactions entre ces êtres végétaux, animaux, microbes, champignons, les domestiques et les sauvages et ce genre de choses. C'est ça que l'agriculture inspirée de l'agroécologie. Je vous dis que l'agriculture biologique relève très largement de l'agroécologie. Alors par contre, bah, effectivement, le sulfate de cuivre, la bouillie bordelaise, c'est quand même un fongicide, et de plus rémanent. Alors pour notre santé, je vous dis tout de suite, le cuivre, c'est pas dramatique, parce que quand on voit des gens qui ont besoin d'alicaments pour se compléter leur nourriture, hein, en France, on aurait plutôt un régime alimentaire plutôt déficitaire en cuivre, sauf les grands mangeurs de vitres. Mais par contre, pour les champignons du sol, oui, il va falloir un jour pouvoir se passer de sulfate de cuivre. Donc l'agriculture biologique va devoir encore se perfectionner, il faut être très honnête. Et alors du coup, si ce que je vous raconte vous paraît si vrai, et vous pouvez vérifier hein, quand même là, parce que c'est du BABA de biologie hein, que vous avez fait, hein, l'ouverture des stomates, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas, il n'y a aucun scoop dans ce que je vous ai raconté. Mais du coup, la question légitime, alors si c'est si vrai, pourquoi a-t-on fait tout le contraire? Et du coup, la question, mais est-ce que ça peut être viable économiquement, cette agriculture qui serait capable de produire, nourrir correctement, durablement, hein, ça veut dire sans préjudice pour les générations d'après. Hein. Quand un sol est enrichi en humus, il ne va pas être érodé. Hein. Il y a une stabilité structurale, enfin vraiment. Et puis quand vous ressuscitez les pollinisateurs, ben, je veux dire, c'est bon pour les générations futures. C'est plutôt les néonicotinoïdes qui nous tuent nos abeilles, enfin, qui les déboussolent. C'est bien ça dont il faut absolument se passer pour la viabilité de la jeune génération. Quoi, je veux dire. Et alors du coup, pourquoi? Ben, vous le devinez un peu. C'est que, alors, l'agriculture biologique en France, les rendements diminuent. Attention, sauf en permaculture. Hein. On peut d'emblée accroître, et c'est l'agriculture manuelle, on peut d'emblée accroître les rendements. Mais dans des pays où on a un peu détruit nos écosystèmes, le passage d'une agriculture industrielle à l'agriculture biologique se traduit par un rendement diminué. Mais on a tellement diminué, puisqu'on n'achète plus les engrais,
on n'achète plus de pesticides, on brûle beaucoup moins de carburant, et parfois on use moins encore les tracteurs, je vais vous dire, la valeur ajoutée pour la nation, la viabilité économique pour la nation, à l'hectare, s'accroît. Diminuer un rendement dans un pays comme la France, mais diminuer encore davantage les coûts de ce qu'on a détruit. L'engrais qui était là, il a disparu, les pesticides qui étaient là ont disparu, le carburant, il a été brûlé. Donc la valeur ajoutée, le revenu d'agriculteur, le loyer payé ensuite au propriétaire, l'intérêt payé à la banque, les impôts payés à l'État, enfin c'est ça la valeur ajoutée, s'accroît. Donc en France, produire un peu moins l'hectare de ce dont nous sommes excédentaires, par exemple le blé, les céréales, ce dont on est excédentaire, et mettre des légumineuses, écoutez, on gagne en valeur ajoutée. Mettre des légumineuses à la place du blé, on va exporter moins de blé. Oui, mais ce blé qu'on exporte, justement, c'est le blé de mon pays de Caux, qui est d'ailleurs peu riche en protéines, faiblement panifiable. C'est celui-là qu'on exportait vers l'Algérie et l'Égypte, en concurrence avec l'Ukraine et la Russie avant la guerre. Ça rapportait, mais ce n'était pas le blé vendu au maximum de prix. Ok, si on renonce à faire du blé pour mettre des légumineuses, j'en conviens, on perd une source de devise, ce blé excédentaire. Mais par contre, on gagne en devise le fait de ne pas avoir à importer de soja, tourteaux de soja en provenance des Amériques, et ne pas importer de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse. On gagne sur les deux tableaux. Donc la valeur ajoutée à l'hectare augmente avec ce type d'agriculture. Mais est-ce viable pour les agriculteurs? Voilà la vraie question. C'est que c'est bien d'accroître la valeur ajoutée à l'hectare, mais qu'est-ce qui ajoute de la valeur ajoutée? C'est le travail. Cette agriculture dont je viens de vous parler, c'est des rotations longues, donc il n'y a pas de néonicotinoïdes dans les semences de betterave, et du coup la betterave, elle est plantée qu'une année sur 9, rotation longue. Et puis dans la rotation, on va mettre des légumineuses, du coup, fourragères ou bien pour l'alimentation humaine. On peut mettre aussi, je ne vous cache pas, du chanvre. Pas du chanvre récréatif, je dis ça aux jeunes, mais du chanvre industriel. Parce que quand vous semez du chanvre, l'herbe, la mauvaise herbe qu'on appelait la mauvaise herbe, elle pousse, et le chanvre pousse tellement vite et lui fait un tel ombrage que cette plante ne fleurit pas et ne monte pas en graines. Donc dans des rotations longues, quand vous avez une prairie temporaire et une culture de chanvre, il y a des gens qui arrivent parfaitement à concilier l'agriculture de conservation, quasiment zéro labour, très peu de travail du sol, et bio. C'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible, sauf que c'est vachement diversifié, c'est une rotation longue, c'est un assolement donc diversifié, c'est artisanal, c'est soigné, c'est bichonné, c'est exigeant au travail. Voilà le vrai problème de la viabilité, c'est que produire plus de valeur ajoutée en minorant les coûts de tout ce qu'on détruit. On cesse de détruire l'humus, on cesse de détruire les abeilles, on cesse de détruire les engrais, on cesse de détruire tout ça. On abandonne tout ça. C'est exigeant au travail. Cette agriculture est intensive en emploi. Est-ce grave de promouvoir une agriculture intensive en emploi? La réponse, évidemment, non. C'est même ça qu'il faut faire dans un pays comme le nôtre, où il y a 7-8% de chômage déclaré. Chaque fois qu'une ferme disparaît, c'est du chômage en plus. C'est-à-dire quand une ferme n'est pas reprise par la fille ou le fils du fermier, bon, il peut-être trouve un emploi en renonçant à l'agriculture, mais cet emploi, c'est d'autres qui ne pourront pas le prendre et resteront au chômage. Donc il faut être très clair. Et la ferme qui disparaît, même si elle sert à l'agrandissement du voisin, le voisin est content, il va pouvoir amortir son robot de traite sur de plus vastes surfaces avec un plus grand troupeau. Sa moissonneuse-batteuse, il va l'amortir, mais ça ne crée pas d'emploi. Ça rend plus viable l'agriculture industrielle chez le voisin qui s'agrandit et qui est capable de produire au moindre coût monétaire, le lait pas cher qui nous coûte cher parce que c'est de l'algue verte, le pain pas cher qui nous coûte cher parce qu'il y a de la trazine dans l'eau du robinet. Alors, évidemment, ça, il faut y mettre fin. Mais du coup, vous l'avez compris, il faut rémunérer le travail. Cette agriculture intensive en emploi, elle est exigeante en travail, et la viabilité, je parle cette fois pour l'agriculteur, la viabilité économique pour l'agriculteur, c'est que le travail supplémentaire exigé par ces formes d'agriculture soignées, bichonnées, artisanales, exigeantes en travail, soit correctement rémunéré. Donc, quelle viabilité économique? Donc, c'est pour la nation, il va de soi que c'est bien ça, la forme d'agriculture qu'il convient de promouvoir, celle qui détruit le moins et celle qui produit le plus de valeur ajoutée.
Mais cette valeur ajoutée, c'est quand même du travail. C'est du travail qui doit être correctement rémunéré. Eh bien, écoutez, moi, je vous suggère que... Alors, le produit bio acheté plus cher par le consommateur parce qu'il a confiance, c'est labellisé, il y a une certification par une tierce partie, à la limite que le consommateur, s'il a de l'argent, est prêt à payer plus cher un produit de terroir, un fromage au lait cru, ou à la louche, ce genre de choses. Moi, ça m'arrive, je ne cache pas, je demande à quel prix êtes-vous prêt à me faire ce bon produit, quoi. Et l'agriculteur répond, bah, écoutez, moi, un camembert, un vrai camembert de Normandie, il est bio, moulé à la louche, les crus, c'est plus de boulot. Hein. Et il me dit son prix. Et je lui dis, top là, j'achète. Mais quand c'est un service d'intérêt général, l'agriculteur a séquestré du carbone, l'agriculteur n'a pas émis de protoxyde d'azote, l'agriculteur reproduit le taux d'humus, il ressuscite les abeilles, il nous rend un service d'intérêt général, alors là c'est logique que ce soit le contribuable qui paye. Et je n'ai pas dit qu'il nous faut nécessairement payer plus d'impôts, parce que ça peut être très bien des subventions de la politique agricole commune, c'est des impôts donc que nous payons déjà, mais qui aujourd'hui ne rémunèrent pas le travail. C'est au contraire des subventions proportionnelles à la surface, donc très inégalement distribuées pour les plus grands agriculteurs, et les petits qui justement fabriquent travaillent intensément le peu de terrain qu'ils ont en soignant, en bichonnant, eux n'y ont que très peu accès, puisque c'est proportionnel aux surfaces. On dit les subventions du premier pilier de la politique agricole commune, c'est quand même, sur les 9 milliards d'euros que nous percevons de la politique agricole commune, c'est quand même autour de 7 milliards d'euros, c'est pas rien, hein, distribués en proportion des surfaces. Et ben on déciderait, par la voie contractuelle, on demande aux agriculteurs à quel prix êtes-vous prêts. Alors ça va dépendre des régions, bien sûr. Hein. On va s'adapter, l'agroécologie, c'est l'adaptation au climat. Donc évidemment, il faut vous dire qu'ici, il y aura moins de cultures d'été, il y aura, y compris peut-être du sorgho en remplacement du maïs, etc., et plus de cultures d'hiver. Mais on négocie avec les agriculteurs. Quelles sont les techniques ici qui sont capables de séquestrer du carbone? Dites-moi à quel prix vous seriez prêts à nous séquestrer du carbone en remettant les animaux sur la paille, en remettant des haies, plus de biomasse, etc. Et les agriculteurs disent, écoutez, là, vous me demandez un service, mais c'est du boulot, quoi. Ben, voilà le temps, moi je vous le facture à temps. Et top là, par la voie contractuelle, sur 5 ans, je vous rémunère pour que vous mettiez en œuvre ces techniques sur 5 ans, ça fait des contrats pluriannuels, et le service d'intérêt général, il est payé par le contribuable, les impôts que nous payons déjà. Et là, on n'aurait pas des agriculteurs qui se sentent mendiants, ah, on a besoin d'aide compensatoire à la baisse des revenus, tout ce que ça dit sur les prix internationaux, etc. Et de surcroît, c'est terminé les agriculteurs mendiants, c'est des gens droits dans leur botte, fiers, ils sont correctement rémunérés pour le travail de service d'intérêt général, le service environnemental. Et là, je vais vous dire tout de suite, oui, l'agriculture dont je vous parle, inspirée d'agroécologie, pourrait être viable et rentable pour l'agriculteur, pas seulement conforme à l'intérêt général, mais viable pour l'agriculteur, encore faut-il que ce supplément de travail soit correctement rémunéré. Et ça, c'est un changement complet de politique agricole commune et de politique agricole française. Enfin, c'est quand même parfaitement conforme à l'intérêt général, un plan protéinique, de protéines, on ne ferait pas de tort aux Brésiliens, on ne ferait pas de tort non plus aux Sénégalais en leur exportant de la poudre de lait tout venant. C'est agriculture plus soignée, produits terroirs, produits bio, services environnementaux. Et bien écoutez, voilà mon programme. J'ai pas encore eu les 500 signatures. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, je termine là-dessus. Oui, je rassure à vous, je ne réclame pas les 500 signatures. Mais oui, il y a des formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie qui pourraient nourrir correctement et durablement le monde entier, sans emploi d'engrais de synthèse, sans pesticides, sans fongicides, sans antibiotiques dans la viande. C'est parfaitement possible. Rémunérons le travail des travailleurs. Voilà. Merci pour votre attention.